Mesure, espace mesuré. B est un espace mesurable. B une tribu sur E. On appelle mesure positive sur B toute application mu de B vers R plus bar, vérifiant mu de vide égale 0. Et pour toute suite disjointe Bn de B, mu de l'union des Bn égale somme des mu de Bn, ce qu'on appelle la sigma additivité. Le triplet EB mu est un espace mesuré. Définition, EB mu est un espace mesuré, une partie A de E est dite mu négligeable s'il existe B appartenant à B, tel que A inclus dans B et mu de B égale 0. Appartenant à B parce que mu ne s'applique qu'aux éléments de B, pas aux éléments de P de E. Toute partie X de B, vérifiant mu de X égale 0 est donc négligeable puisque X sera inclus dans X et donc qui appartient à B, et mu de X égale 0. Vide est donc négligeable parce que vide appartient à B, mu de vide égale 0. On note N nu, l'ensemble des parties de E qui sont mu négligeables, donc vide appartient à N nu. Alors, on met en garde que A inclus dans E peut être négligeable sans appartenir à B. C'est pour ça qu'on n'a pas donné comme définition mu de A égale 0, parce que mu ne s'applique qu'aux éléments de B. Toutefois, on n'a pas ce problème pour RBR, lambda, donc la mesure de Lebesgue sur R. On verra que l'ensemble des parties négligeables est inclus dans B lambda, dans l'attribut. Parce que, on la définira en plus, la notion de négligeable dans R, à partir de la mesure extérieure, donc A inclus dans R, et lambda étoile de A est égal à 0. Hein, c'est comme ça qu'on dira qu'une partie est négligeable, et à ce moment-là, on démontre que A appartient à N lambda, et que lambda A est égal à 0. Donc pas de souci avec R. Mesure de Dirac, EB mesurable, A appartenant à E, mu égale delta A, c'est l'application qui a grand X appartenant à B, associe 1 si A appartient à X, et 0 si A n'appartient pas à X. Démonstration, delta et A est positif parce qu'il prend les valeurs 1 et 0, delta A de vide égale 0 parce que A n'appartient pas à vide, et si Xn est une suite disjointe de B, dire que A appartient à l'union des Xn, ça équivaut à dire qu'il existe un N tel que A appartient à Xn, et comme Xn est disjointe, ce N est unique. Donc A, si A appartient à l'union des Xn, delta A de l'union des Xn est égal à 1, bien sûr, et puis ça vaut aussi 1. Pourquoi? Parce que le A va appartenir à un seul Xn. Donc on aura pour un N, on aura delta A de Xn égale 0, et pour tous les autres, non, pour un N, on aura delta A de Xn égale 1, et pour tous les autres, on aura 0. Donc on aura que des 0 et un seul 1, donc la somme fait bien 1. Et si A n'appartient pas à l'union des Xn, il n'appartient à aucun des Xn, donc delta A de l'union des Xn, évidemment, est égal à 0, et les delta des Xn sont tous nuls, donc leur somme va être nulle aussi. Donc dans les deux cas, on a delta A de l'union des Xn qui est égal à la somme des delta A de Xn, donc delta A est bien une mesure. Un autre exemple, avec EB mesurable à N une suite de E, alpha N une suite de R+, et mu égale, alors je la note comme ça, mu égale somme de 0 à l'infini de alpha N delta N, qu'on définit de la façon suivante, à tout élément X de B, on associe mu de X égale somme des alpha N delta AN de X. D'accord? Donc le résultat est dans R bar, plus. Alors ça, évidemment, ça va nous faire quoi? Ça nous fait les delta N de X, en fait, ils valent 1 si AN appartient à X, et ils valent 0 autrement. D'accord? Donc en fait, dans cette somme, il va y avoir ça va être une somme de alpha n fois 1 et de alpha n fois 0. Alors on a envie d'enlever les alpha n fois 0, il va rester que les alpha n fois 1. Donc ça va être une somme de alpha n plus n appartenant à x tilde, où x tilde c'est l'ensemble des n tels que n appartient à x. D'accord? Donc je peux définir ça comme ça, en convenant que la somme est nulle si n appartient, enfin si x tilde est égal si x tilde est égal à vide. Voilà. Si x tilde est égal à vide. Donc, ce qui est tout à fait possible, parce qu'il est possible que, quel que soit n, AN n'appartienne pas à x, bien sûr. Donc, mu de x est égal à somme des alpha n pour n appartenant à x tilde, ce que j'avais appelé Y au début. Donc c'est positif, évidemment, et puis le résultat peut très bien être infini. Mu de vide est égal à 0, car quel que soit n
eh bien AN n'appartient pas à vide, donc c'est une somme de 0. Et si xn est une suite disjointe de b que j'appelle grand X égale l'union des xn, dire que n appartient à x tilde, ça équivaut à dire que AN appartient à x, ça équivaut à dire qu'il existe k tel que AN appartient à xk, et à ce moment-là, il y aura un seul k, mais je le verrai après, ce qui équivaut à dire qu'il existe k tel que n appartient à xk tilde, ce qui équivaut à dire que n appartient à l'union des xk tilde. Donc x tilde est égal à l'union des xk tilde, et c'est bien une union disjointe parce que si n appartient à xk tilde inter xj tilde, alors AN appartient à xk inter xj qui est égal à vide si k est différent de j. D'accord? Donc c'est bien une union disjointe. U de x va être égal à la somme des alpha n pour n appartenant à x tilde. D'accord? En convenant que ça fait 0 si x tilde est vide. Donc, supposons qu'il ne soit pas vide, le x tilde, eh bien, ça va être une somme de n pour n appartenant à l'union des xk tilde, donc des alpha n. Et puis après, je fais en fonction des xk tilde, donc somme de k égale 0. C'est des familles sommables, hein, puisqu'on n'a que des réels positifs, donc j'ai le droit de faire ça. Hein. Et je suis dans R bar, donc j'ai tous les droits. K égale 0 à l'infini de n appartenant à xk tilde, des alpha n, là aussi en convenant que la somme est nulle si n n'appartient pas à xk tilde. Et donc ça fait la somme de k égale 0 à l'infini des mu de xn, et donc on a le résultat. Hein. Et puis bon, évidemment, si x tilde est vide, comme x tilde c'est la réunion des xk tilde, ben, tous les xk tilde sont vides, et donc là ça fera 0, ici ça fera 0, une somme de 0, donc ça marche encore. Hein. Voilà. Donc on a démontré que cette mesure-là, que mu égale donc somme des alpha n delta a n, hein, eh bien est aussi une mesure. Mesure induite, EB mu est un espace mesuré, F une partie de E, BF l'attribut induite ou la trace de l'attribut de B sur F, de l'attribut B sur F, c'est-à-dire, ça on l'a déjà étudié hein, dans le premier chapitre, BF égale l'ensemble des B inter F, B appartenant à grand B. On sait, on l'a vu, que FBF est mesurable, mais le problème c'est que si X égale B inter F appartient à BF, donc avec B appartenant à grand B, on ne peut pas forcément prendre la mesure de B inter F parce que B est mesurable certes, mais F n'est pas forcément, et donc mu de X n'existe pas forcément. On suppose donc ici que F appartient à B, et dans ce cas-là on va pouvoir mesurer. Mais surtout, on a vu que alors BF est égal à l'ensemble des parties mesurables de B qui sont inclus dans F. Donc BF est inclus dans B. Et donc on peut considérer la restriction de la mesure mu qui est définie sur B à BF. Donc on note la restriction mu F de mu à BF et c'est évident qu'elle possède toutes les propriétés de mu, donc ça va être une mesure sur FBF qui devient alors un espace mesuré, démonstration comme mu est positif, mu F est positif, vide appartient à BF, donc mu F de vide égale mu de vide égale 0, et si xn est une suite disjointe de BF, donc de B, donc l'union des xn qui va être dans l'attribut BF va être aussi dans l'attribut B, donc mu F de l'union de xn, ça va donc être mu de l'union de xn, qui est la somme des mu de xn, qui est égale à la somme des mu F de xn, et donc j'ai la sigma additivité, et donc j'ai bien une mesure sur FBF. On a un espace mesuré B mu, XY appartenant à B, donc l'attribut, et Xn une suite de l'attribut B. Alors, si X et Y ont une intersection vide, alors la mesure de X union Y est égale à mesure de X plus mesure de Y. Si X est inclus dans Y, alors mu de X est inférieur ou égal à mu de Y, et mu de Y égale mu de X plus mu de Y moins X. Petit 3,
mu de x union y plus mu de x inter y égale mu de x plus mu y. Donc mu de x union y est supérieur ou égal à mu de x plus mu de y. Et enfin, mais il y en aura d'autres après, si xn est une suite croissante, alors mu de l'union des xn est égal à sup de mu de xn. Alors, vous remarquerez que on a écrit les formules avec que des additions. On a soigneusement évité les soustractions parce que vous savez que les mesures peuvent être égales à plus l'infini. Pour la première, donc x inter y est égal à vide, on pose x0 égale x, x1 égale y, et pour n supérieur ou égal à 2, xn égale vide. Donc on a affaire à une suite xk qui est disjointe, donc la mesure de l'union des xk est égale à la somme de la mesure des xk. Alors l'union des xk, ça fait x union y, puisque tous les autres sont vides, et puis la somme des mu de xk, comme tout, à partir de 2, tous les mu de xn sont égaux à 0, il y a juste mu de la première, c'est-à-dire mu de x, plus la deuxième, mu de y, et c'est gagné. Petit 2, on écrit que y est égal à y moins x union x, et ces deux-là, évidemment, une intersection vide. Donc mu de y est égal à mu de y moins x plus mu de x, d'où on déduit aussi que mu de y est supérieur ou égal à mu de x, on a démontré les deux. Petit 3, x union y, je l'écris x union y moins x, et x inter y moins x est égal à vide, donc mu de x union y égale mu de x plus mu de y moins x, donc mu de x union y, si je rajoute des deux côtés, plus mu de x inter y, et comme x inter y est inclus dans y, mu de y est égal à mu de x inter y plus mu de y moins x inter y. Mais y moins x inter y, c'est pareil que y moins x. Donc mu de y est égal à mu de x inter y plus mu de y moins x. Et donc je peux remplacer là-dedans. Et ça me fait mu de x union y plus mu de x inter y égale mu de x plus, et ça donc je l'ai remplacé par mu de y. D'où je déduis que mu de x union y est supérieur ou égal à mu de x plus mu de y. Alors pour la quatrième, c'est pas la cinquième en fait, c'est la quatrième. Donc j'ai la suite croissante, je pose y0 égale x0, et pour n supérieur ou égal à 1, yn égale xn moins 1. Si n est supérieur à p, yn inter xn moins 1 est égal à vide. D'accord, yn inter xn moins 1 est égal à vide, ça vient de ça. Mais yp est inclus dans l'xp. Yp est inclus dans l'xp, parce que là, xn, il est inclus dans xn. Yn est inclus dans xn. Donc yp est inclus dans xp, la suite est croissante, donc xp est inclus dans xn moins 1, et comme xn moins 1 et yn est égal à vide, j'en déduis que yn inter yp est égal à vide. Donc la suite est disjointe. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais démontrer, elle est disjointe. Par récurrence, on démontre que xn est égal à l'union de 0 à n des yk. C'est vrai pour n égale 0, parce que ça fait x0 est égal à y0. Et si je suppose que c'est vrai à l'ordre n, j'observe que xn plus 1 est égal à xn union xn plus 1 moins xn. Et donc ça me fait la somme des yk pour xn union yn plus 1. Oui, c'est ça, union yn plus 1, parce que yn plus 1, c'est xn plus 1 moins xn. D'accord, donc ça fait exactement ça, et ce qui me fait l'union des yk pour 0 à n plus 1, donc c'est toujours vrai, par récurrence, on a donc tout le temps cette relation. On observe que si dire que x appartient à l'union de 0 à infini de xn, ça équivaut à dire qu'il existe n appartenant à n tel que xn appartient à xn, ce qui équivaut à dire qu'il existe k inférieur ou égal à n, tel que x appartient à yk. Donc ça implique qu'il existe k,
tel que x appartient à yk. Mais d'un autre côté, si on a ça, ça implique aussi ça, puisqu'on va prendre n égale k, ou n'importe quel n supérieur ou égal à k, et ça implique ça. Donc en fait, on a l'équivalence, et d'où on peut déduire que l'union de 0 à l'infini des xn égale l'union des 0 à l'infini des yk. Donc mu de l'union des xn va être égal à mu de ça, mais eux ils sont tous disjoints, donc ça fait somme des mu de yk. D'accord? Et 1 implique que mu de xn est égal à mu de yn plus mu de xn moins 1. Si mu de xn est inférieur à plus l'infini, quel que soit n, alors je peux écrire que somme de 0 à n des mu de yk, ça va être le premier, c'est-à-dire mu de x0, et puis tous les autres, je le remplace par ça. Il va me rester que mu de grand xn si je vais jusqu'à grand n. Et ça, c'est une suite croissante. Donc, mu de l'union des xn va être égal à la limite de mu de grand xn, quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire le sup des mu de xn, puisque elle est croissante. Eh bien, ça reste vrai si un des mu de xn est égal à plus l'infini. En effet, si mu de xp, par exemple, est égal à plus l'infini, pour n supérieur ou égal à p, comme xp est inclus dans xn, j'aurai mu de xn qui sera égal à plus l'infini, quel que soit n supérieur ou égal à p, et donc la limite des mu de xn quand n tend vers plus l'infini sera égale à plus l'infini. Mais en même temps, le xp, il est inclus dans l'union des xn de 0 à plus l'infini. Et comme celui-là a une mesure infinie, l'autre va avoir une mesure infinie. Et donc, il va avoir la même mesure que la limite des mu de xn quand n tend vers plus l'infini. Donc, cette relation-là a été démontrée dans tous les cas. Propriété, Bmu est un espace mesuré, xn une suite de B. Si la suite est décroissante et que l'inf des mu de xn est inférieur à plus l'infini, alors mu de l'intersection des xn est égal à l'inf des mu de xn. Alors, ce résultat du petit 1 est notamment vérifié si mu est une mesure finie, c'est-à-dire si mu de e est inférieur à plus l'infini. Petit 2, mu de l'union des xn, alors là, xn est une suite quelconque, est inférieur ou égal à somme de mu de xn, suite quelconque de b. Démonstration du petit 1, inf des mu de xn inférieur à plus l'infini, donc il existe grand n appartenant à n, tel que mu de x grand n est inférieur à plus l'infini. Alors pour n supérieur ou égal à n, comme xn est inclus dans x grand n, mu de xn est inférieur ou égal à mu de x grand n inférieur à plus l'infini. On pose yn égale x grand n moins xn, qui appartient à b, pour n supérieur ou égal à n. Alors évidemment, comme xn plus 1 est inclus dans xn bar est inclus dans xn plus 1 bar, donc yn qui est égal à xn inter xn bar, peut être inclus dans x grand n inter xn plus 1 bar, ça veut dire le complémentaire, est égal à yn plus 1, donc yn est une suite croissante de b, et mu de union des yn pour n supérieur ou égal à grand n est égal à sup des mu de yn. Et de plus, de ça, et du fait que x petit n est inclus dans x grand n égale x petit n union yn est disjoint, donc mu de xn est égal à mu de x petit n plus mu de y petit n. Et donc le inf des mu de xn va être égal à mu de x grand n moins le sup des mu de yn, pour n supérieur ou égal à n. L'union des yn, c'est l'union de ça, donc c'est xn moins l'intersection des xn. Et l'intersection des xn est inclus dans x grand n, car pour tout n supérieur ou égal à grand n, xn est inclus dans x grand n. Donc j'ai en fait de ça, là, j'obtiens, grâce à cette inclusion, que ça c'est une réunion disjointe, et donc mu de x grand n est égal à mu de l'union des yn pour n supérieur ou égal à grand n, plus mu de l'intersection des xn pour n supérieur ou égal à grand n. Et donc ça veut dire sup des mu de yn plus mu de l'intersection. Donc je prends ça que j'ai appelé 2 et ça que j'ai appelé 1, et de ça et ça, j'obtiens facilement qu'on a ce résultat. Alors évidemment, par rapport à ça,
c'est à partir du grand N. Alors c'est pas un problème parce que la suite xn est décroissante, hein. Donc l'intersection des xn pour n inférieur ou égal à grand N, c'est xn. D'accord? Donc ça voudra dire que l'intersection des xn pour n appartenant à grand N, c'est la même que l'intersection des xn pour n supérieur ou égal à grand N. Et comme les xn sont décroissants, mu de xn est décroissante. Donc l'inf des mu de xn pour n inférieur ou égal à grand N est égal à mu de x grand N. Et donc l'inf des mu de xn pour n appartenant à n est égal à l'inf des mu de xn pour n supérieur ou égal à n. Donc en fait, je peux remplacer ce résultat par mu de l'intersection des xn pour n appartenant à grand N, et ça par inf des pour n quelconque. Et donc j'obtiens le résultat. Alors si mu de e est inférieur à plus l'infini, comme mu de xn est inférieur ou égal à mu de x0 inférieur à mu de e est inférieur à plus l'infini, quel que soit n, l'inf des mu de xn évidemment est inférieur ou égal à mu de x0 est inférieur à plus l'infini. En fait, j'aurais pu dire directement que de toute façon, mu de n'importe quoi qui appartient à b, donc mu de xn notamment, est inférieur ou égal à mu de e, donc inférieur à plus l'infini. Donc j'ai bien ça qui va être vérifié. Donc l'inf va être inférieur à plus l'infini, et donc je peux appliquer le petit a. Alors dans le petit 2, l'union des x, je remarque que l'union des xk de 0 à l'infini, c'est l'union pour p égale 0 à n, de l'union de n égale 0 à p des xn. Mais cette union-là, cette suite-là, hein, est une suite croissante de b, et mu de l'union de 0 à l'infini des xk est donc le sup sur p des mu de l'union des xn de 0 à p. Et par une récurrence facile, hein, là on est avec un nombre fini d'ensemble, mu de l'union de 0 à p est inférieur ou égal à la somme de 0 à p des mu de xn. Bon, c'est vrai à l'ordre 0 parce que ça fait mu de x0 est égal à mu de x0. Et si je suppose ça vrai à l'ordre p, j'ai ça qui est égal à ça, qui est donc inférieur ou égal à ça, et ça je dis que c'est inférieur ou égal à ça, et j'obtiens bien inférieur ou égal à la somme de 0 à p plus 1 de mu de xn, ce qui veut dire, grâce au théorème de récurrence, que ça c'est toujours vrai quel que soit p. Donc le sup de mu de l'union de 0 à p des xn va être inférieur ou égal à sup sur p de la somme de 0 à p des mu de xn. Le sup sur p de ça, c'est exactement somme de 0 à l'infini de mu de xn. Donc ça qui était égal à ça, mu de union des xn va donc être inférieur ou égal à somme de 0 à l'infini, c'est-à-dire somme sur n des mu de xn. Mesure extérieure de Lebesgue. Donc en fait notre problème ça va être d'inventer une méthode pour mesurer presque n'importe quelle partie de grand R. Donc on veut inventer une mesure sur grand R, une mesure telle que la mesure d'un intervalle AB soit égale à B-1 quand B est supérieur à A. Donc on reprend les IR, là auxquels on pourra ajouter l'ensemble vide en posant ça, et on note lambda de AB est égal à B-A. Donc pour vide ça fait 0. La mesure extérieure de Lebesgue dans R, c'est une application lambda étoile de P de R vers R+, qui à grand A associe l'inf des sommes de 1 à l'infini de lambda IN quand les IN recouvrent A, les IN qui appartiennent à IR. C'est parfaitement défini parce que n'importe quel ensemble peut être inclus dans ça. Et pour toute suite IN, pour tout recouvrement de A, on a évidemment ça qui est supérieur ou égal à 0, donc l'inf existe et il est supérieur ou égal à 0. Si A est inférieur à ou égal à B et que AB est inclus dans l'union de 1 à n des IK, alors les IK ici, ils sont dans IR évidemment, hein. Alors B-A est inférieur ou égal à la somme de 1 à n des lambda IK. Démonstration, donc les IK on les appelle comme ça,
comme A appartient à ces segments, il appartient à un des IK, donc il n'existe qu'un tel que A appartient à IK1. Alors si B n'appartient pas à IK1, eh bien on est dans cette situation-là, et à ce moment-là, BK1 va appartenir, comme il appartient à B, il existera K2, tel que BK1 appartient à IK2, on est dans cette situation-là. Et si B n'appartient pas à IK2, c'est-à-dire B est au-delà, eh bien BK2 lui-même, on va le mettre dans un intervalle IK3, etc., etc. Et au bout, comme on a une suite croissante BKJ, au bout de, et puis que les BKJ sont en nombre fini, au bout d'un certain nombre P de plus petit ou égal à M d'opérations, on en va se retrouver dans cette situation-là avec B enfin inférieur à BKP où B appartient à IKP. Et donc B-A va être inférieur B-A va être inférieur à BKP moins AK1. BKP moins AK1 que je peux écrire BK1 moins AK1 plus BKP moins BK1. Et donc ça va faire BK1 moins AK1 plus la somme, je vous laisse vérifier, c'est évident, de J égale 1 à P moins 1 des BKJ plus 1 moins BKJ. Attention, ça c'est vrai que si évidemment P est supérieur à 1. Donc, si P est supérieur à 1, A, comme on a ça en plus, hein, AKJ plus 1 est inférieur à BKJ est inférieur à BKJ plus 1, le B moins A va être inférieur à BK1 moins AK1 plus somme de 1 à P moins 1 de BKJ plus 1 moins AKJ plus 1. D'accord? Donc là, on fait varier de 1 à P moins 1, on rajoute ça, ça donne exactement ça. Et ça, comme P est inférieur ou égal à N, c'est inférieur ou égal à ça, c'est-à-dire à la somme des lambda IK. Et ça reste vrai si K égale 1, parce que si K est égal à 1, j'étais dans cette situation-là, et B moins A est inférieur à B1 moins A1, qui est inférieur ou égal à la somme des lambda IK. Donc, la propriété est démontrée. Quel que soit I appartenant à IR, on a lambda étoile, la mesure extérieure de I qui est égale à la mesure lambda I. Démonstration, si I est égal à vide, si I est égal à vide, je peux toujours dire que vide est inclus dans vide. Donc c'est un recouvrement qui recouvre vide. Pourquoi? Parce que la proposition T appartient à vide implique T appartient à vide est une proposition qui est vraie parce que ça c'est faux. D'accord? Voilà. Donc lambda étoile de vide va être inférieur ou égal à lambda de vide qui est égal à 0. D'accord? Oui, alors il faut que je dise quelque chose là-dessus. Parce que là, on a recouvert que par un intervalle. Ici, il y a une infinité d'intervalles. Ce n'est pas un problème. S'il n'y a qu'un nombre fini d'intervalles, par exemple de 1 jusqu'à P, eh bien, je rajoute des IN en disant que pour n supérieur à P, IN est égal à vide. D'accord? Et comme la mesure du vide c'est 0, ben, ça ne changera pas en plus cette somme-là. Hein. Voilà. Donc là, j'ai obtenu que lambda étoile de vide est inférieur ou égal à 0, et comme il est supérieur ou égal à 0, il sera égal à 0. Maintenant, supposons I différent de vide, donc il est comme ça, avec A inférieur à B. Je prends epsilon positif inférieur à B moins A sur 4, j'aurais pu prendre B moins A sur 2 d'ailleurs, et je considère cet intervalle-là qui évidemment est strictement inclus dans l'intervalle AB. D'accord? Et je prends un recouvrement IN de I par les IN appartenant à IR. Et bien comme J est compact inclus dans un recouvrement ouvert, d'après Borel-Lebesgue, il existe un sous-recouvrement fini de J par ces ouverts-là. D'accord? Donc je l'appelle INK, ce est pour K donc inférieur à P. Et donc j'ai B moins epsilon moins A plus epsilon. Comme c'est un sous-recouvrement, ben je prends les deux extrémités. Hein, ça va être inférieur ou égal à la somme des lambda INK. Ben, c'est-à-dire j'utilise en fait cette propriété-là qui me disait avant oui, que B moins A, ben, ici ça fait ça, d'accord, est inférieur ou égal à la somme. Voilà. Puisque c'est l'intervalle J qu'on a recouvert. D'accord, donc je fais ça moins ça.
Alors, ça va être inférieur ou égal à la somme de 1 à l'infini de lambda IN. Donc, B moins A moins 2 epsilon est inférieur ou égal à ça, quel que soit epsilon entre 0 et B moins A sur 4. Donc, quand on fait tendre epsilon vers 0, on obtient que B moins A est inférieur ou égal à la somme de 0 à l'infini des lambda IN, quel que soit le recouvrement de AB par des IN. D'accord? C'est toujours inférieur ou égal, c'est toujours supérieur ou égal à B moins A. Donc, l'inf va être aussi supérieur ou égal à B moins A. Donc, B moins A va être inférieur ou égal à lambda étoile de I. Donc lambda de I, parce que B moins A c'est lambda I, va être inférieur ou égal à lambda étoile de I. Bon, mais en même temps, si on prend I1 égale I, qui est donc aussi un intervalle ouvert, et que l'on rajoute, c'est ce que je disais tout à l'heure, des intervalles qui sont tous vides à partir du rang 1, alors I va être égal à ce recouvrement-là, et la somme des lambda IN ici, c'est quoi? Bah, c'est juste le premier, lambda I, puis après on rajoute que des zéros, donc c'est lambda I. Donc lambda étoile de I va être inférieur ou égal à lambda I. Et lambda étoile de I était supérieur ou égal à lambda I. Donc on a bien l'égalité et donc la propriété démontrée. Propriété, si A et B sont deux parties de R, que A est inclus dans B, alors la mesure extérieure de A est inférieure ou égale à celle de B. On considère cet ensemble-là, bah, il est inclus dans celui-là, que j'appelle F, parce que si B est inclus dans l'union des IN, eh bien A qui est inclus dans B va être aussi inclus dans l'union des IN. Donc j'ai bien E inférieur ou égal à F. Donc lambda étoile de B, bah, c'est l'inf de E. Bah, l'inf de E, comme E est inclus dans F, il est supérieur ou égal à l'inf de F. Et l'inf de F, c'est quoi? C'est lambda étoile de A. Donc j'ai bien lambda étoile de B qui est supérieur ou égal à lambda étoile de A. Si A et B appartiennent à R et que A est inférieur ou égal à B, alors lambda étoile du segment AB est égal à B moins A. Lambda étoile de l'intervalle semi-ouvert AB comme ça ou comme ça est aussi égal à B moins A. Alors on va démonter juste la première. L'intervalle AB est inclus dans le segment AB, donc sa mesure extérieure est inférieure ou égale à celle du segment. Et comme ça fait B moins A, on en déduit ça. Quel que soit epsilon positif, AB est inclus dans l'intervalle ouvert A moins epsilon, B plus epsilon. Donc sa mesure extérieure est inférieure ou égale à celle-là. Et celle-là, elle vaut B moins A plus 2 epsilon. On fait tendre epsilon vers 0. Et on obtient tout de suite que lambda étoile du segment AB est inférieur ou égal à B moins A. Donc avec ces deux-là, on obtient l'égalité, idem pour les autres. On appelle partie négligeable de R. C'est une partie de R qui vérifie lambda étoile de A est égal à 0. On note n lambda l'ensemble des parties de R qui sont lambda négligeables. Elle est non vide parce que vide est négligeable tout simplement parce que lambda étoile du vide est égal à 0. Si A est une partie dénombrable de R, alors A est négligeable, ce qui reste vrai si A est égal à vide. Donc si A est fini comme ça, eh bien on peut le rendre, on peut le recouvrir par cette réunion-là. Et donc en prenant un epsilon positif, ça nous donne que lambda étoile de A est inférieur ou égal à la somme des lambda de ces intervalles-là qui valent 2 epsilon. Donc ça fait 2n epsilon qui tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. Donc lambda étoile de A est égal à 0 puisque lambda étoile de A est supérieur ou égal à 0. Si A est infiniment dénombrable, on fait la même chose, sauf qu'au lieu d'epsilon, on met epsilon sur 2 puissance k. Donc là, la largeur des intervalles, c'est 2 epsilon sur 2 puissance k. Mais de 1 à l'infini, la somme de ces trucs-là, ça nous fait 2 epsilon qui tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. Donc la mesure extérieure de A est égale à 0. Voilà. Donc des exemples, c'est pour x appartenant à R, le singleton x est négligeable, tous les singletons sont négligeables. Et puis n, z et q qui sont dénombrables, et infiniment dénombrables même, eh bien eux aussi sont négligeables. Propriété, soit n une famille de parties de R, alors lambda étoile de l'union des AN est inférieure ou égale à la somme des lambda étoiles de AN. Premier cas, il y a un indice pour lequel lambda étoile de AP est égal à plus l'infini.
Donc ici, ça fera plus l'infini, donc c'est toujours supérieur ou égal à n'importe quoi. Deuxième cas, si tous les lambda étoiles de AN sont inférieurs à plus l'infini, pour chaque n, quel que soit epsilon positif, pour chaque n, il existe une suite INK, K appartenant à n de IR, telle que lambda étoile de AN est inférieur ou égal à ça, est inférieur ou égal à lambda étoile de AN plus epsilon sur 2 à la puissance n plus 1. Ça provient du fait que lambda étoile de AN, c'est la borne inf de l'ensemble des sommes des lambda INK quand on a un recouvrement comme ça. Voilà. Donc, le A qui est égal à, si j'appelle A égale l'union des AN, ça va être l'union pour N, ça va être inclus, puisque chaque AN est inclus là-dedans, ça va être inclus dans l'union pour N, de l'union pour K des INK. On va noter l'union pour NK des INK. Et NK, là, ça parcourt un ensemble des nombres c'est N croix N. Donc, lambda étoile de A va être inférieur ou égal à la somme pour les NK des lambda INK. D'accord? Par définition de la borne inf, il faut qu'elle soit inférieure ou égale à toutes ces sommes, puisque là, on a un recouvrement. Donc ça, on peut l'écrire somme sur N de somme sur K des lambda INK, et chaque somme comme ça étant inférieure ou égale à ça, je vais avoir inférieur ou égal à somme sur n de ça, c'est-à-dire somme de 0 à plus l'infini de toutes ces sommes, plus somme de 0 à plus l'infini de tout ça, mais tout ça, ça vaut epsilon. Et donc ça me fait ça, quel que soit epsilon positif. J'ai lambda étoile de A qui est inférieur ou égal à ça, plus epsilon. Donc quand epsilon tend vers 0, j'obtiens que lambda étoile est inférieur ou égal à la somme de 0 à l'infini de lambda étoile des AN, et donc ça marche dans le deuxième cas, comme ça marchait dans le premier cas, et c'est bon. Si x, y sont deux parties de R, alors lambda étoile de x union y est inférieur ou égal à lambda étoile de x plus lambda étoile de y. Ben, il suffit de prendre la suite à 0 égale x, à 1 égale y, puis ensuite on complète avec vide, on est habitué à ça. Et donc on applique la propriété précédente qui va nous donner ça, plus pour n supérieur ou égal à 2, somme pour n supérieur ou égal à 2, de lambda étoile de vide, c'est-à-dire que des zéros, donc on obtient bien ça. Toute réunion dénombrable de parties négligeables de R est une partie négligeable de R. On prend A égale union des AN avec quel que soit n, AN qui est négligeable, donc lambda étoile de AN qui est égal à 0. Lambda étoile de A est supérieur ou égal à 0, est inférieur à la somme des lambda étoiles des AN, et ceux-là, ils sont tous nuls. Donc on obtient donc que lambda étoile de A est égal à 0, donc A est négligeable. Le beg mesurable, on dit qu'une partie B de R est le beg mesurable si quelle que soit la partie A de R, quel que soit A inclus dans R, lambda étoile de A est égal à lambda étoile de A inter B plus lambda étoile de A moins B. On note B lambda l'ensemble des parties, le beg mesurable. R est le beg mesurable, vide aussi, et les parties négligeables sont le beg mesurable. Démonstration pour le petit 1, A inclus dans R, donc A moins R va être égal à vide, donc lambda étoile de A moins R est égal à 0, de plus A inter R est égal à A. D'accord? Donc ici ça me fait lambda étoile de A, ici ça fait 0, donc on a bien égalité. Donc, ça marche. Ça veut dire que R est B mesurable. Pardon. Petit 2. B appartient à N lambda. Donc B est négligeable. On prend A inclus dans R. A inter B est inclus dans B. Donc lambda étoile de A inter B, qui est supérieur ou égal à 0, va être inférieur ou égal à lambda étoile de B, qui vaut 0. Donc lambda étoile de A inter B est égal à 0. Ça veut dire que A inter B est négligeable. A est égal à 1 inter B union A moins B. D'accord? Donc lambda étoile de A est inférieur ou égal à lambda étoile de A inter B, qui vaut 0, plus lambda étoile de A moins B. Donc ça, là, ça fait lambda étoile de A moins B. Autrement dit, lambda étoile de A est inférieur ou égal à lambda étoile de A moins B. Mais A moins B est inclus dans A. Donc lambda étoile de A moins B est inférieur ou égal à lambda étoile de A. Donc lambda étoile de A est égal à lambda étoile de A moins B.
Alors, lambda étoile de A est égal à lambda étoile de A moins B, puis lambda étoile de A inter B est égal à 0. Donc on a bien l'égalité. Donc B est mesurable. Donc à chaque fois que B est négligeable, il est mesurable. Enfin, le dernier, vide, il appartient à n lambda, pardon, c'est à n lambda. C'est-à-dire que vide est négligeable et n lambda est inclus dans B lambda, donc vide appartient à B lambda. On aurait pu dire directement pour vide, là il suffit de remplacer B par vide, donc là ça fait 0, hein, et puis là ça fait lambda étoile de A, donc ça fait lambda étoile de A égale lambda étoile de A. C'est comme on a fait pour grand R en fait. Propriété, soit B et C, deux parties, le bec mesurable. Alors B moins C, le complémentaire de B, B inter C, B union C sont mesurables. Démonstration, on prend une partie A de R, et on considère X égale A inter B moins C, c'est-à-dire A inter B inter C bar, et Y égale A privé de B moins C, c'est-à-dire A inter complémentaire de B inter C bar, ce qui fait A inter B bar union C. C appartient à B lambda, donc lambda étoile de Y égale lambda étoile de Y inter C plus lambda étoile de Y moins C, ce qui fait lambda étoile de, alors je remplace le Y par A inter B bar union C, d'accord, inter C, plus lambda étoile, et là je mets inter C bar. Alors celui-là, C, il est inclus dans B bar union C, donc cette intersection-là, ça fait C, donc ça fait A inter C. Et puis ici, j'ai B bar inter C bar union C inter C bar qui fait vide. Donc ça fait A inter B bar inter C bar. Donc lambda étoile de X plus lambda étoile de Y, ça nous fait lambda étoile de X, c'est-à-dire ça, plus les deux que je viens de trouver ici. Et B appartient à B lambda, donc lambda étoile de A inter C bar est égal à lambda étoile de A inter C bar inter B plus lambda étoile de A inter C bar inter B bar. Donc ça, je peux le remplacer par ça, et donc ça va me faire ça. D'accord? Et donc, et là maintenant, j'applique le fait que C appartient à B lambda, donc lambda étoile de A inter C plus lambda étoile de A inter C bar, c'est lambda étoile de A. Et donc, quel que soit inclus dans R, j'ai ce résultat qui prouve que B moins C appartient à B lambda. Si je prends R à la place de A, non, si je prends R à la place de B, donc R appartient à B lambda, B appartient à B lambda, donc R moins B va appartenir à B lambda, et donc ça veut dire que B bar appartient à B lambda. Alors maintenant, pour l'intersection, je remarque que B, c'est la réunion disjointe de B inter C et de B moins C, et donc B inter C, c'est B privé de B moins C. B et C sont mesurables, donc B moins C aussi, et B moins C est mesurable et B est mesurable, donc ça c'est mesurable, donc B inter C est mesurable. B union C, lui, il est égal au complémentaire de B bar inter C bar. B et C sont mesurables, donc B bar et C bar aussi, donc l'intersection aussi, et le complémentaire aussi. Et donc B union C appartient à B lambda. Propriété, si j'ai une suite finie d'éléments de B lambda, donc de parties mesurables, alors l'union et l'intersection sont mesurables, démonstration par récurrence, évident à l'ordre 1, même alors, c'est vrai à l'ordre 2 parce qu'on l'a déjà démontré, d'accord? Supposons que ce soit vrai à l'ordre n supérieur ou égal à 2. Donc union de 1 à n des BK appartient à B lambda, une intersection de 1 à n aussi, et je prends un Bn plus 1 qui appartient à B lambda. Alors Bn plus 1 union, cette union-là, comme les deux sont dans B lambda, l'union appartient à B lambda. Et pour l'intersection, c'est pareil, comme ça c'est dans B lambda et ça aussi, elle appartient à B lambda. Et donc l'union de 1 à n plus 1 et l'intersection de 1 à n plus 1 appartiennent à B lambda. Propriété, si A est inclus dans R et que les BK sont des parties mesurables 2 à 2 disjointes, alors lambda étoile de A inter union de 1 à n des BK est égal à la somme de 1 à n des lambda étoiles de A inter BK. Et quand je remplace A par R, j'obtiens facilement que lambda étoile de l'union des BK
est égal à la somme des lambda étoiles de BK. Démonstration par récurrence sur n, évident si n égale 1. Pour n égale 2, lambda étoile de A inter B1 union B2, c'est lambda étoile de A inter B1 union B2 inter B1, plus lambda étoile de A inter B1 union B2 moins B1, parce que B1 appartient à B lambda. Alors ça fait quoi? Ça va nous faire A inter B1, alors A inter B1, donc A inter B1, d'accord, union A inter B2 inter B1. Et puis pour l'autre, ça fait A inter B1 union B2 inter B1 bar. D'accord? Alors, lambda étoile de A inter B1 union B2, ça va donc être égal à quoi? Eh bien, ça va nous faire lambda étoile de A inter B1. Oui, parce que B1 inter B2, comme ils sont disjoints, ça fait vide. Donc ça va faire vide. Donc il va rester lambda étoile de A inter B1. Et puis ici, eh bien, ici, je vais avoir A inter B1 bar, hein, union A inter B2 inter B1 bar. D'accord? Et ça fait vide, donc il va rester que ça. Donc ça fait ça plus ça. B1 et B2 sont disjoints, donc B2 est inclus dans B1 bar. J'aurais peut-être pu l'utiliser avant ça, je ne sais pas. Enfin bref, B2 est inclus dans B1 bar. Et donc, non. Oui, B2 est inclus dans B1 bar, donc B2 inter B1 bar, comme B2 est inclus dans celui-là, ça fait B2. Et donc, ça veut dire que B2 inter B1 bar, ça fait B2. Donc là, ici, j'ai un inter B2. Donc, j'obtiens bien ça. Maintenant, supposons que ça... Et donc, c'est vrai à l'ordre 2. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n. Ben, je fais comme j'ai fait dans la propriété précédente. Lambda étoile de A inter l'union de A n plus 1 dBk. C'est lambda étoile de A inter x union Bn plus 1 avec x qui est l'union de 1n des Bk qui appartient à B et qui est disjoint avec Bn plus 1 parce que les Bk sont disjoints 2 à 2. Donc, ça va me faire lambda étoile, j'applique la propriété vraie à l'ordre 2, de A inter x plus lambda étoile de A inter Bn plus 1. Et ça, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est lambda étoile de A inter l'union de 1n des Bk, donc ça fait la somme de 1n des lambda étoile de A inter Bk, plus lambda étoile de A inter Bn plus 1, donc ça fait la somme de 1n plus 1 des lambda étoile de A inter Bk, d'où le résultat. Enfin, pour A égale R, pour A égale R, c'est évident, puisque R intersection, bah, ça fait ça, hein, donc ça fait lambda étoile de l'union des Bk, et puis ici, R intersection Bk, bah, ça fait Bk, et donc ça donne bien que lambda étoile de l'union de 1 à n des Bk est égal à la somme de 1 à n des lambda étoiles de Bk, condition bien sûr que les Bk soient mesurables et 2 à 2 disjoints. Propriété, si les Bn sont Lebesgue mesurable, alors leur réunion est Lebesgue mesurable. Premier cas, on se situe d'abord dans le cas où les Bn sont 2 à 2 disjoints. On prend une partie A de R, lambda étoile de A est égal à lambda étoile de A inter l'union de 1 à n des Bk plus lambda étoile de A moins l'union de 1 à n des Bk parce que l'union de 1 à n des Bk est mesurable, on l'a déjà démontré. Mais A moins ça, c'est égal à A inter complémentaire de ça. Et comme cette union est incluse dans celle-là, au niveau des complémentaires, c'est l'inverse. Donc celle-là va avoir une mesure plus petite que celle-là. Donc celle-là a une mesure plus petite que celle-là. Donc ça est supérieur ou égal à ça, que je peux écrire comme ça. Lambda étoile de A inter union de 1 à n des Bk, c'est la somme de 1 à n des lambda étoile de A inter Bk, ça on l'a déjà démontré, parce que les Bk sont 2 à 2 disjoints. Donc lambda étoile de A va être supérieur ou égal, donc ça je le remplace par ça, à ça, plus, et ça, pourquoi j'ai mis supérieur ou égal à ça? Parce que ça, c'était supérieur ou égal à ça. Voilà. Donc ça donne bien ça. Quel que soit n appartenant à n. Alors là, il n'y a pas de n, il y en a jusque là. Donc quand je fais tendre n vers l'infini,
j'obtiens que lambda étoile de A va être supérieur ou égal à la somme de 1 à l'infini de lambda étoile de A inter BK plus lambda étoile de A moins union de 1 à l'infini des BK. Voilà. Mais A inter, l'union de 1 à l'infini des BK, c'est l'union de 1 à l'infini des A inter BK. Et donc, mu étoile de ça va être égal à mu étoile de ça, qui est inférieur ou égal à la somme des lambda étoiles, pas mu, lambda étoile de A inter BK. Donc, j'obtiens que lambda étoile de A est supérieur ou égal à ça, et celui-là, je l'ai rendu supérieur ou égal à ça. Voilà. Donc, j'obtiens ça. Oui, parce que celui-là est supérieur ou égal à ça. D'accord? Donc, j'ai bien ça. Alors maintenant, si je pose x égale l'union des BK de 1 à l'infini, ça me fait donc lambda étoile de A est supérieur ou égal à lambda étoile de A inter x plus lambda étoile de A moins x. Mais A est égal à 1 inter x union A moins x, même disjoint d'ailleurs. Donc lambda étoile de A est inférieur ou égal à lambda étoile de A inter x plus lambda étoile de A moins x. Et là, c'était le contraire. Donc, il y a égalité, quelle que soit la partie A de R. Donc, x égale l'union de 1 à l'infini des BK est mesurable. Dans le cas où les BK sont quelconques, je pose C1 égale B1, C2 égale B2 moins B1, C3 égale B3 moins B1 union B2, et Cn égale, pour n supérieur ou égal à 2, Bn privé de union de 1 à n-1 des BK. Les CK appartiennent à B lambda parce que les BK sont tous mesurables, Bn aussi, le complémentaire, la réunion. Bref, on obtient bien quelque chose de mesurable. Et ils sont 2 à 2 disjoints parce que si je prends I inférieur à J, X appartient à CI implique que X appartient à BI, bien sûr. Et alors X va appartenir à l'union de 1 à J-1 des BK parce que BI va faire partie de cette union. Voilà. Donc X, comme il appartient à ça, il ne va pas appartenir à ça, et donc il n'appartient pas à CJ. Donc si X appartient à CI, il n'appartient pas à CJ, donc ça veut bien dire qu'ils sont 2 à 2 disjoints. Voilà. Par ailleurs, l'union des CI va être égale à l'union des BI, parce que si X appartient à l'union des CI, il existe I tel que X appartient à CI, donc X va appartenir à BI, donc X appartient à l'union des BI. Et si X appartient à l'union des BI, il existe un I tel que X appartient à BI. On considère le plus petit, et donc X n'appartient pas à BK pour K allant de 1 jusqu'à I-1. Donc X n'appartient pas à cette réunion, donc X appartient à BI et pas à ça, et donc X appartient à CI. Et donc ça veut dire que X appartient à l'union des CI. Donc, parce que j'ai trouvé un I pour lequel X appartient à CI, donc il appartient à X, à l'union des CI. Donc j'ai bien cette égalité. Les CI étant mesurables 2 à 2 disjoints, l'union des CI est mesurable. Et puis comme elle est égale à l'union des BI, elle est mesurable, l'union des BI. Enfin, on remarque que si les Bn sont mesurables et 2 à 2 disjoints, lambda étoile de l'union des Bn est égale à la somme de 1 à l'infini de lambda étoile des Bn. Démonstration, je vais reprendre la démonstration précédente à partir de là, en considérant A égale l'union de 1 à l'infini des BK. Et donc, ça va me donner que lambda étoile de A, qui est égal à lambda étoile de A inter A, A inter A va être inférieur ou égal à somme de 1 à l'infini des lambda étoiles de A inter BK. Mais A inter BK, A c'est l'union de tous les BJ, et ils sont 2 à 2 disjoints, donc l'intersection avec BK, ça va faire BK. D'accord? Donc c'est la somme de 1 à l'infini de lambda étoile BK. Voilà. Et d'accord, donc j'ai ça. En même temps, union de 1 à n des BK est inclus dans A, puisque A c'est l'union de 1 à l'infini. Donc lambda étoile de A va être supérieur ou égal à lambda étoile de l'union de 1 à n des BK. D'accord? Et donc lambda étoile de A va être supérieur ou égal à somme de 1 à n de lambda étoile des BK, parce que ça c'est égal à somme de 1 à n de lambda étoile des BK, parce que les BK sont mesurables 2 à 2 disjoints, il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai ça, d'accord? Et puis, pourtant j'avais ça, d'accord? Oui, alors j'ai ça, quel que soit n. Je fais tendre n vers l'infini.
Donc ça me fait lambda étoile qui est supérieur, lambda étoile de A qui est supérieur ou égal à la somme de 1 à l'infini de lambda étoile dBk. Alors que lambda étoile de A était inférieure ou égale à cette somme de 1 à l'infini. Donc elle va être égale à cette somme de 1 à l'infini de lambda étoile de Bk. Voilà, du moment que les Bk soient mesurables et 2 à 2 disjoints. On vient donc de prouver que B lambda est une tribu sur R et que lambda étoile est une mesure sur R, sur l'espace mesurable R B lambda. R B lambda, lambda étoile est donc un espace mesuré. En effet, vide appartient à B lambda, lambda étoile de vide est égal à 0, B appartient à B lambda implique que B bar appartient à B lambda, Bn suite de B lambda implique que l'union des Bn appartient à B lambda, donc ça fait déjà ça et ça fait déjà que B lambda est une tribu. Alors c'est une tribu, et si la suite est disjointe, lambda étoile de l'union des Bn est égale à la somme de lambda étoile des Bn, et puis lambda étoile de vide est égal à 0, donc ça veut dire que lambda étoile est une mesure. Et donc c'est bon. Montrons maintenant que Br est inclus dans B lambda. Alors, on va d'abord démontrer ça, c'est-à-dire que si I et J sont deux intervalles, lambda étoile de I est égal à lambda étoile de I inter J plus lambda étoile de I moins J, parce qu'on en aura besoin ensuite pour démontrer que IR est inclus dans B lambda, et de IR inclus dans B lambda, on démontrera que BR est aussi inclus dans B lambda. Démonstration donc de ça. Eh bien, si I inter J est égal à vide, ça fera vide à ce moment-là, et ça fera I, et donc ça fera lambda étoile de I égale lambda étoile de I, c'est gagné. Si I est inclus dans J, I moins J ça fera vide, I inter J ça fera I, et donc on aura encore l'égalité. Alors dans les autres cas, il y aura une intersection entre ces deux intervalles. Alors je choisis A inférieur à B, parce que c'est pas besoin d'être vide, et C inférieur à D. Et puis, quitte à échanger I et J, je peux supposer A inférieur ou égal à... non, c'est pas à B d'ailleurs, c'est A inférieur ou égal à C. Voilà. Et donc ça me fait ce dessin-là, A inférieur ou égal à C, inférieur à B, inférieur à D. Eh bien, I inter J, ça va faire, donc j'ai AB et puis CD, et je les intercepte, donc ça fait CB, et I moins J, ça fait AC, donc lambda étoile de I, lambda étoile de I, évidemment, c'est B moins A, lambda étoile de I inter J, c'est B moins C, et lambda étoile de I moins J, c'est C moins A. Et bien quand on fait la somme de ces deux-là, ça fait B moins A, c'est-à-dire lambda étoile de I, et c'est gagné. Donc maintenant on va montrer que IR est inclus dans B lambda, donc on prend I appartenant à IR, A une partie de R, et on doit prouver que lambda étoile de A est égal à lambda étoile de A inter I, plus lambda étoile de A privé de I. Comme lambda étoile est toujours, alors comme A est la réunion de A inter I et de A moins I, on a toujours ça. Donc il suffit de démontrer ça. Alors ça c'est évident si lambda étoile de A est égal à plus infini. C'est le raisonnement qu'on a déjà fait ça. Sinon, quel que soit epsilon positif, ça aussi on l'a fait, il existe une suite IN de R, tel que A est inclus dans l'union des IN, et lambda étoile de A est inférieur ou égal à ça, est inférieur ou égal à ça. Ça vient du fait que lambda étoile de A, c'est la définition de lambda étoile de A, comme étant la borne 1 des sommes des lambda de IN. Alors maintenant je regarde, la somme de 1 à l'infini des lambda de IN, c'est, d'après la propriété que j'ai vue précédemment, la somme des lambda étoile de IN inter I plus lambda étoile de IN privé de I. Donc ça fait cette somme-là plus cette somme-là. D'accord? Si je prends lambda étoile de union des UN inter I, je peux écrire que c'est lambda étoile de l'union des IN inter I. Et ça, lambda étoile d'une union, c'est inférieur ou égal à la somme des lambda étoiles. On fait pareil avec l'union des UN privée de I, qui est égale à l'union des UN inter I bar, qui est égale à l'union des IN inter I bar, qui est égale à lambda étoile de l'union des IN moins I, qui va donc être inférieur ou égal à ça.
Alors, ce lambda étoile de A plus epsilon, il était supérieur ou égal à ça. Et ça, c'était cette somme-là plus cette somme-là, d'accord? Donc, lambda étoile de A est supérieur ou égal à ça, d'accord? Mais je viens de voir que cette somme-là, elle est supérieure ou égale à... Alors, cette somme-là, d'abord, elle est supérieure ou égale à ça, et que celle-là, elle est supérieure ou égale à ça. Donc, lambda étoile de A plus epsilon va être supérieur ou égal à ça plus ça. Mais A est inclus dans l'union des UN, donc A inter-I est inclus dans l'union des IN inter-I, pardon. D'accord? Et A moins I est égal à A inter-I bar va être inclus dans l'union des IN inter-I bar, c'est-à-dire l'union des IN moins I. Donc, lambda étoile de A inter-I va être inférieur ou égal à lambda étoile de l'union des IN inter-I, et lambda étoile de A moins I va être inférieur ou égal à lambda étoile de l'union des IN moins I. Voilà. Donc, on va avoir ça, supérieur ou égal à ça, quel que soit epsilon positif. Donc, ça veut dire que lambda étoile de A est supérieur ou égal à lambda étoile de A inter-I plus lambda étoile de A moins I. C'est-à-dire, je fais tendre epsilon vers 0 là-dedans. Bon, et bien, comme on avait déjà ça, on en déduit qu'on a l'égalité, quel que soit, appartenant à R, ce qui veut dire que I est mesurable. Donc appartient à B lambda, quel que soit I appartenant à IR. Ce qui veut donc dire que IR est inclus dans B lambda. Et ben là maintenant on va dire quoi? On va dire que B lambda, on sait déjà que c'est une tribu. Donc la tribu engendrée par IR va être incluse dans cette tribu-là. Mais la tribu engendrée par IR, c'est BR. Donc BR est inclus dans B lambda. Voilà. La restriction de lambda étoile à B lambda et à BR est une mesure. Et comme lambda étoile coïncide avec lambda sur IR, qui est inclus dans BR, on note désormais lambda, au lieu de la noter lambda étoile, la restriction de lambda étoile, à B lambda. Donc R, BR lambda et R, B lambda lambda sont des espaces mesurés. Attention, lambda étoile existe aussi en dehors de B lambda. C'est la mesure extérieure. On continuera à appeler la mesure extérieure. Alors que ce lambda, maintenant, sur B lambda et sur BR, lui, on l'appellera la mesure de Lebesgue.